Dans Stranger Things, la pire menace ne provient pas du monde à l'envers. Vecna est à la base un humain dont l'idéologie a été façonnée dans notre dimension. Et le pire, c'est que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Vous croyez que les enfants cobayes n'existent que dans les séries? Malheureusement, vous vous trompez. Après la Seconde Guerre mondiale, des expériences ont été menées dans des orphelinats, dans des hôpitaux psychiatriques, et ce sur de jeunes enfants qui n'avaient rien demandé à personne. Par exemple, un des tests consistait à de la privation sensorielle. Et oui, comme dans Stranger Things. Or, aujourd'hui, l'homme cherche encore à dépasser sa condition animale. Alors, où se situe la limite? Surtout, à qui incombe la responsabilité pour les expériences ratées? Ainsi, Vecna est-il un monstre? Si tu veux comprendre tout l'enjeu derrière cette question, reste jusqu'au bout. Attention, cette vidéo contient des spoils de la série et a été réalisée à partir de celle-ci. En tant qu'humain, la créature qu'on connaît sous le nom de Vecna se nommait Henry Krill. Dès son plus jeune âge, il a développé des pouvoirs psychiques hors du commun. Tout le prédisposait à un avenir grandiose. Ce qui pêche chez lui, c'est plutôt sa personnalité. Dès l'enfance, Henry rejette la société et le monde qui l'entoure. Il le comprend, il n'est pas comme le reste de l'humanité. À cause de sa différence, il souffre d'une incompréhension totale avec ses parents. Bien avant qu'il commette le moindre crime, il était déjà perçu comme étrange. Hélas, on ne parle pas d'une originalité bon enfant là. À la base, il se sert de ses pouvoirs pour faire souffrir des animaux, voire même les tuer. Une des premières fois où on le voit utiliser ses pouvoirs psychiques, c'est pour torturer des lapins. Ouais, déjà il part mal. Malheureusement, il se lasse vite des bébêtes et commence à s'attaquer aux êtres qu'il déteste le plus, les humains. Grâce à ses capacités, il manipule les membres de sa famille et les torture psychologiquement à l'aide de nombreux cauchemars par exemple. Et ses parents remarquent le problème. D'un côté, son père constate bien qu'une force psychique agit dans leur maison et il met cette faute sur le dos d'un démon. D'un autre, sa mère, elle, le soupçonne. Retenez bien cette information, on reviendra dessus plus tard. Son père craignait pour la sécurité de sa famille et il avait bien raison. Un soir, Henry décide d'éliminer ses proches et c'est un véritable bain de sang. Sa mère et sa sœur n'y échapperont pas. Henry les a lancés dans les airs et mutilés, leurs os se sont fissurés et leurs yeux se sont arrachés de leur visage. Waouh. Après tout ça, la police considérant qu'il était impensable qu'un enfant ait commis un tel acte, le père d'Henry est accusé à tort. Lui, évidemment, nie sa responsabilité et place une nouvelle fois tout sur le dos du fameux démon. Alors, il est considéré comme cinglé. Le père d'Henry est enfermé à l'hôpital psychiatrique de Penhurst. À ce moment-là, on lui annonce que son fils, Henry Krill, est lui aussi décédé. Or, vous le savez déjà, c'est un mensonge. Il a été récupéré par le docteur Brenner. Intrigué par ses pouvoirs psychiques, celui-ci décide de conserver l'enfant afin de réaliser des expériences. Et c'est maintenant que le véritable drame commence pour Henry. Déjà, il est déchu de toute identité. Au revoir ancien prénom, désormais Henry est devenu le sujet 001. Il est la première expérience de la Chambre Blanche dans le Hawkins Lab. Il est transformé en prototype pour les futurs enfants expérimentaux, dont 11. On connaît 11 depuis le début et on connaît les traumatismes qu'elle a vécu dans la Chambre Blanche. Ce qu'il faut imaginer, c'est que c'était la même chose, voire pire encore pour 001. Celui-ci est l'original, alors en théorie, il est censé être plus puissant que 11. Mais voilà, quand Henry se libère de ses chaînes et massacre tous les enfants du laboratoire, 11 le combat durant un duel psychique, gagne et l'envoie dans le monde à l'envers, ouvrant le premier portail. C'est alors que 001 devient quelque chose de différent. Il est défiguré. Son corps se métamorphose à cause des forces du monde parallèle. Il prend une forme étrange. À travers une fusion avec son environnement, il devient Vecna. Désormais, il est l'entité démoniaque qu'on connaît. Et dans cette nouvelle dimension où il a été banni, il fait une découverte intéressante. Il est confronté au flagelleur mental. À l'époque, ce monstre n'était qu'un amas de particules sombres et grâce à sa puissance psychique, Vecna transforma sa forme, la matérialisant en l'espèce d'entité géante arachnide qu'on connaît. Après sa défaite contre sa rivale, Vecna possède une solution pour devenir plus fort, beaucoup plus fort. A l'aide de ses capacités, il parvient à se connecter à la ruche mentale du flagelleur mental. En gros, cette ruche est une conscience collective qui permet à l'ensemble des êtres reliés de ne partager qu'une seule conscience. Et ce principe implique plusieurs choses. La première, c'est que désormais, le flagelleur et Vecna couvrent leurs points faibles respectifs. Pour Vecna, le flagelleur est un multiplicateur de son propre pouvoir. D'un autre côté, pour le flagelleur, Vecna donne une stratégie à cette force chaotique en devenant son esprit rationnel. Par conséquent, on comprend que Vecna est l'adversaire que nos protagonistes affrontent depuis le tout début de la série sans le savoir. Les apparitions du flagelleur mental, les démogorgons et chaque initiative du monde à l'envers pour envahir notre dimension, c'est lui qui l'a organisé. Le mal qu'on croyait vaincu à la fin de la saison 3 n'était qu'une première épreuve. L'antagoniste principal de la série, c'est Vecna. Plus qu'un simple antagoniste, il est aussi un vrai méchant. Ce n'est pas seulement qu'il commet des actes atroces, c'est aussi la manière dont il les commet. Il utilise les traumatismes de ses victimes, la culpabilité et le deuil pour les atteindre au plus profond de leurs âmes, créer une connexion psychique et les éliminer. Et il répète l'opération beaucoup de fois. En fait, c'est rare de voir un méchant qui élimine autant de personnages réels dans une série mainstream. À chaque fois, les blessures psychologiques individuelles des victimes sont développées à l'écran avant que Vecna n'intervienne pour l'élimination. Pourtant, il ne le voit pas comme un plaisir. Vecna veut révéler la vérité qui se cache derrière l'hypocrisie de chacun. C'est le cas
cas de Krishy Cunningham, qui cache ses troubles du comportement alimentaire derrière son image de pom-pom girl populaire. C'est le cas de Fred Benson, qui prétend être un adolescent ordinaire tout en étant rongé par la culpabilité de l'accident qu'il a causé. C'est le cas de Patrick McKinney, qui, capitaine de l'équipe de basket populaire, incarne le symbole de l'hypocrisie profonde de l'être humain, ce même défaut qui répugne tant Vecna. Pour finir, c'est aussi le cas de Max Mayfield, qui fuit la douleur après la mort de son frère. Bien que Max soit un des personnages principaux de l'œuvre, elle meurt cliniquement. Bon, grâce à son armure scénaristique, elle est ramenée à la vie par 11. Mais passons. Après, elle n'en sort pas indemne. À l'heure actuelle, elle se trouve encore dans le coma. Malheureusement, cette mort clinique n'a pas empêché Vecna d'ouvrir un nouveau portail. Parce que oui, s'il s'attaque à toutes les personnes traumatisées sur Terre une par une, il pourra continuer pendant l'éternité sans jamais accomplir son objectif. Son but, c'est de fusionner le monde à l'envers avec notre dimension. Ainsi, en contrôle absolu de son univers, il sera capable de remodeler la réalité à son image. Ses actions prennent dès lors tout leur sens. Chaque meurtre lui permet d'ouvrir un nouveau portail, fragilisant la barrière entre notre dimension et la sienne. Et 4, c'est tout ce qu'il lui fallait pour que la fissure entre les mondes soit trop grande pour l'arrêter. Mais en fait... Pourquoi déteste-t-il tant les humains? Je vous explique. Il considère être le seul à percevoir la vérité du monde. Vecna ne se voit pas comme maléfique, mais comme un restaurateur d'équilibre. Il ne se voit pas comme destructeur, mais comme purificateur. Selon lui, ses pouvoirs psychiques prouvent qu'il est un être supérieur. Quand il cherche à convaincre 11 de passer dans son camp, il lui dit « La vérité est tout le contraire. Tu es meilleur qu'eux. Supérieur. C'est pourquoi tu leur fais peur. » Son point de vue est élitiste. Il existe les dominants et les dominés, les chasseurs et les chassés, les prédateurs et les proies. Dès lors, il se pense légitime à se placer dans une position divine où il serait le seul arbitre du réel, à la fois juge et bourreau. Il le dit à Max, rien ne t'arrivera, rien que tu ne mérites pas. Selon lui, rien de ce qu'il fait n'est mal. Il se pense rédempteur et non tueur. Pour lui, les humains sont corrompus par la banalité et la médiocrité. Seul ce qu'il considère comme la vérité brute, les rapports de force, ont de la valeur. Dans sa vision du monde, les émotions comme les règles faussent la nature véritable des êtres. À cause d'elle, la sélection naturelle ne se fait pas de façon absolue. Et ouais, encore un méchant un peu trop obsédé par Darwin. En de nombreux points, Vecna ressemble à Suguru Geto de Jujutsu Kaisen dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Les deux pensent que les forts doivent écraser les faibles, mais ils sont quand même différents sur de nombreux points. Et l'élément le plus important de leur divergence, c'est que Vecna est un anarchiste. Il est un partisan du chaos, désireux que chaque être ne lutte que pour sa survie individuelle. Ainsi, le contexte est posé. Vous connaissez désormais Vecna sur le bout des doigts, et par conséquent, on peut déterminer ensemble si oui ou non c'est un monstre. Déjà, on a besoin de savoir ce qu'est un monstre pour répondre. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne définition. La première que j'ai trouvée dans le dictionnaire en cherchant, c'est celle-ci. Être animal fantastique et terrible, des légendes, des mythologies. Cerbère, le Minotaure, Méduse, voici qui sont les monstres. Dans ce cas, la réponse est évidente. Oui, Vecna est un être fantastique et terrible. Son visage brûlé ne reflète plus rien d'humain. Mais vous le saviez déjà quand vous avez cliqué sur cette vidéo, cette définition n'est pas celle qui nous intéresse. Dans le langage courant, un monstre, c'est quelqu'un ou quelque chose qui réalise de mauvaises actions. Évidemment, pas juste voler le goûter du petit Timéo à la récréation. De vraies mauvaises actions. Et si on conserve cette définition, évidemment que Vecna est un monstre. Son corps en lambeaux est le reflet d'une moralité encore plus détruite. Son séjour dans le monde à l'envers est aussi métaphorique. Sa peau brûlée est la conséquence de la sanction qu'il reçoit pour son orgueil démesuré. Ses cicatrices sont les conséquences de son isolement. Il voulait devenir un dieu, il est devenu un monstre. Nietzsche disait, celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Et si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme te regarde aussi. D'un côté, Henry observe le comportement des humains et les méprise. Petit à petit, il s'enfonce dans sa haine. Jusqu'à ce qu'un jour, il rompe tout lien avec l'humanité. Voilà la description que Vecna en fait. Vous voyez, les humains sont un type unique de parasites, se multipliant et empoisonnant notre monde tout en imposant une structure qui leur est propre. Une structure profondément contre nature. Là où d'autres voyaient l'ordre, j'ai vu une camisole de force. Un monde cruel et oppressant, dicté par des règles inventées. Secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, années, décennies. Chaque vie est une copie atténuée de la précédente. Se réveiller, manger, travailler, dormir, se reproduire et mourir. Tout le monde attend juste. Ils attendent que tout soit fini. Tout en jouant dans une pièce stupide et terrible, jour après jour. Mais je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas fermer mon esprit et participer à la folie. Je ne pouvais pas faire semblant. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas à le faire. On peut en penser ce qu'on veut, Vecna combat quelque chose qu'il estime être le mal. Sauf qu'à nos yeux, il devient un monstre infiniment pire. Celui qui questionnait le sens de la vie humaine a bâti la sienne autour de cette profonde détestation. Et le parallèle avec cette métaphore ne s'arrête pas là. D'un autre côté, Henry chute littéralement dans le monde à l'envers. À force de regarder l'abîme, il a sombré. Pourtant, si Vecna est bien un monstre selon ses deux premières façons de voir les choses, il en reste une dernière à prendre en compte. Est-ce lui le monstre ou les personnes qui l'ont poussé à devenir ce qu'il est devenu? Encore enfant, il est manipulé par Brenner, ce scientifique
scientifique a joué avec la santé mentale de ce jeune garçon. Henri a été torturé psychologiquement, privé de son nom et de sa liberté. Il a vécu toute son adolescence prisonnier de la Chambre Blanche. Alors sa haine s'est amplifiée. Il a perdu tout contact avec l'empathie humaine. Même Brenner, qui l'a exploité, a fini par le rejeter. Rappelez-vous, quand le scientifique comprend que 001 est trop puissant pour n'obéir à aucune règle morale, il utilise une puce nommée Soteria pour le priver de ses pouvoirs psychiques. Or, Henri avait construit son identité sur cette différence. Brenner lui a volé ce qui faisait que ce garçon était l'être qu'il était. Vecna est la conséquence directe des abus de la science sans conscience. Que serait devenu Henri avec une meilleure prise en charge ou à minima une meilleure détention? La question mérite d'être posée. Ainsi, est-ce que la responsabilité des actes monstrueux de Vecna ne revient tout simplement pas à Brenner? Mais d'un autre côté, Henri était déjà violent avant de le rencontrer. Donc, est-ce sa nature? Est-ce qu'il est un psychopathe avec des pulsions meurtrières depuis sa naissance? Peut-être. Était-il irrécupérable dès le départ? Ou est-ce Brenner et la société qui l'ont profondément déshumanisé? Parce que oui, Brenner n'est pas le seul responsable. Sa famille, sans mauvaise intention, y est pourtant aussi pour beaucoup. Il a construit son idéologie à travers le rejet de la souffrance. Personne ne cherchait à le comprendre, sa mère, qui se doutait que quelque chose était étrange avec son fils, cherche à le faire soigner. Elle ne l'aime pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un enfant comme les autres. Elle veut qu'il devienne normal. Elle veut qu'il joue, qu'il rit, qu'il crée des relations avec d'autres humains. Mais tous ses désirs sont ceux de sa mère et non ceux d'Henri. Lui n'est pas normal et n'a aucune envie de le devenir. Il ne voit aucun intérêt à la vie que les gens normaux mènent. Alors, que serait-il devenu s'il avait été écouté et compris? Je vous laisse me partager votre opinion dans les commentaires. En tout cas, Vecna est plus proche d'un philosophe du mal que d'un démon bestial. Vous pouvez le considérer comme un monstre ou non en fonction de votre définition. Mais en tout cas, il n'est pas fou. Il agit toujours en suivant une logique. Malheureusement pour nos protagonistes, celle-ci l'a conduit à devenir un ennemi de l'humanité. Heureusement, les pouvoirs psychiques ne sont pas toujours utilisés à de mauvaises fins. On s'oppose parfaitement à Vecna à ce niveau. Je vous donne des exemples. D'un côté, la compassion, de l'autre l'orgueil. D'un côté, les relations, de l'autre l'isolement. D'un côté, la rédemption, de l'autre la domination. Ces deux produits du même système infâme ont donné deux réponses différentes à la souffrance. Onze a trouvé le moyen de la dépasser dans l'amour, Vecna dans la haine. Et ce message est lourd de signification. Grâce à lui, on constate qu'en fonction de nos choix, chaque expérience, aussi horrible soit-elle, peut nous conduire à devenir meilleur ou pire. Si la souffrance est un moteur, c'est à nous de choisir dans quelle direction elle nous fera avancer. Merci d'avoir regardé. À partir de maintenant, le rythme des vidéos sera constant. Je vous annonce que 3 à 4 vidéos sortiront chaque mois sur la chaîne le vendredi à 14 h. Excepté surprise, bien entendu. Pensez à liker et à vous abonner si ça vous a plu, parce que je vais vous lâcher des bangers comme ça sans arrêt et ce serait dommage de les manquer. Je compte sur vous. Ciao.